Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi 26 décembre, un mardi anniversaire, celui de la première tempête de 99, il y en a une seconde 48 heures après. Quelles leçons ont été tirées de ces intempéries qui ont coûté très cher, nous le verrons. Et puis le mouvement de grève à l'appel du Centre national des professions de santé contre les prévisions de gestion financière du système de santé, nous verrons les conséquences de cette opération santé morte. Simple comme un coup de fil, mais cher aussi comme un coup de fil, les baisses de communication cachent des hausses de tarifs. Premier témoignage en Côte d'Ivoire sur les violences subies par des femmes au début du mois de décembre avec la complicité des forces de gendarmerie, images et récits très impressionnants. C'est le roi David, le champion des champions français 2000 pour le journal L'Équipe. David Douillet recueille une certaine unanimité. Eh bien, nous le dérangerons depuis son lieu de vacances au Ménuire en direct à la fin de cette édition. On affirme qu'il faudra au moins 10 ans et peut-être beaucoup plus pour effacer toutes les traces des cicatrices laissées par la première, puis la deuxième tempête de fin décembre 99. Un an après, on se livre à des exercices comptables, bien sûr, sur le nombre de milliards qu'auront coûté ces intempéries, mais les images, les émotions ressenties alors sont toujours très présentes. Rappelez-vous. Le vent nous a poussés dans les rues de La Rochelle, mais au pas de gymnastique, on ne pouvait pas s'arrêter, on était obligé de s'accrocher après les murs. Du vent, de la pluie, en permanence, et des rafales très très fortes. Au fur et à mesure qu'on enlevait les pins, ils tombaient derrière nous. Là, ça a été vraiment très très dur. Personne ne pouvait rien faire et finalement, elle est tombée. Notre appartement est complètement bousillé. Et heureusement, il n'y a aucune victime. C'était, je sais pas, je pense que j'ai jamais entendu de bombe, mais pour moi c'était un peu comme une bombe, quoi. Le problème majeur que nous avons rencontré, c'est de trouver les moyens d'accéder aux victimes ou d'accéder au lieu où on nous demandait du secours. On n'a plus rien, quoi. Plus de chauffage, plus d'éclairage, l'eau va manquer bientôt. Enfin, je pense que ça va se rétablir. C'était il y a un an, tout juste, tous ces documents ont été rassemblés par Joël Bruyandet. 130 millions d'arbres tombés et la nécessité maintenant de reconstituer le peuplement forestier. Dans l'est du pays, près d'1 millier de communes ont vu leurs ressources pratiquement anéanties. Christine Boss et Sylvain Gauthier se sont rendus dans le Bas-Rhin, puis dans les Vosges, pour un constat peu encourageant. C'est ce qu'on appelle le couloir de la tempête. Des trouées comme celle-ci, les Vosges en portent aujourd'hui les stigmates par centaines. Des milliers d'arbres abattus comme des fétus de paille. Sur le territoire de sa commune forestière, Jean Vogel déplore 20 000 mètres cubes de bois à terre. Un an après la tempête, l'émotion ne l'a pas quitté. Il est certain que pour tous ceux qui aiment la forêt et qui connaissent la forêt, revenir à cet endroit qu'on a connu avant, comme vous pouvez l'imaginer, et voir ce spectacle, effectivement, je crois que ça nous donne la chair de poule. Armé de bottes et de courage, monsieur le maire de Salles n'a pas chômé depuis un an. Il a fallu sécuriser les sentiers, sauver le bois le moins abîmé, vendre à un prix décent et stocker le reste. 3000 mètres cubes pour assurer des rentrées financières à cette commune qui vit à 70% de la forêt.
Pour le stockage sous aspersion, les communes sont aidées à 75% par l'État. Pour le reste, il a fallu emprunter. Pour rembourser ces emprunts, il faut au moins qu'on puisse vendre ce bois à 350-400 francs le mètre cube. Faute de quoi, on sera effectivement en très grande difficulté. Et ça, c'est pas garanti. Et ça, ce n'est absolument pas garanti. La chute des cours du bois de 50% et l'augmentation du prix de revient du débardage, toutes les communes forestières du massif vosgien y sont confrontées. Ici, à Ban-de-Laveline, 1200 habitants, ce sont 20 000 mètres cubes qui sont stockés, de quoi équilibrer les comptes de la commune à court terme. Ça va nous faire peut-être une petite bouffée d'oxygène pendant 1 an ou 2, dans les années 2003-2004. Et après, on a 10 ans, à mon avis, très très difficiles, où il nous faudra des aides, où il nous faudra quelque chose pour nous aider, parce que ça sera plus possible. On aura des trésoreries complètement à sec. Car hormis les aides d'urgence, les communes n'ont pour l'instant rien perçu. Certaines auront bien du mal à se relever de la tempête du siècle. Pour France Télécom, la facture des tempêtes de l'année dernière dépassera le milliard de francs, mais pour EDF, au-delà du coût financier et quelques 300 000 impacts de la tempête recensés sur l'ensemble du réseau, il faut maintenant tirer des leçons pour l'avenir. EDF promet que cela n'arrivera plus, que des communes ne seront plus jamais privées d'électricité pendant plusieurs semaines. Alors, on enterre les lignes, mais ce n'est pas forcément la panacée, et l'on prévoit surtout d'importants moyens de secours. Voyez le reportage en Gironde de David Bazier et Bertrand Michaud. L'ennemi, c'est le vent. Alors on creuse des kilomètres et des kilomètres de tranchées. EDF enterre ses câbles, toutes les entreprises spécialisées sont mobilisées. Sur cette route de Gironde, ce sont des Italiens qui sont à l'œuvre. Des travaux d'Hercule, 15 jours pour enfouir 3 kilomètres de ligne. Prochainement, ici, même s'il y avait une ou plusieurs tempêtes, on n'aura jamais plus le même problème qu'on a eu il y a 1 an. Car il y a 1 an, un tiers du réseau EDF d'Aquitaine disparaissait sous la forêt. Des lignes aériennes en zone boisée, c'était une erreur. Aujourd'hui, EDF le reconnaît. C'est vrai que là, la mentalité d'EDF, notre politique, notre façon de voir les problèmes a complètement changé. C'est certain. L'enfouissement en fait partie. L'enfouissement en fait partie. Mais encore une fois, l'enfouissement pas à tout prix. C'est-à-dire que l'enfouissement, dans certains cas, ça coûte beaucoup plus cher. Dans certains cas, c'est très difficile à mettre en œuvre. Ça pose aussi d'autres problèmes pour réparer. Réparer en un temps record. Électricité de France a décidé de s'inspirer des militaires venus en renfort pendant la tempête. Une force d'intervention rapide, la FIR, vient d'être créée. 2700 agents EDF qui peuvent intervenir partout en France en 24 heures. L'objectif de la FIR, c'est de réalimenter 80% de la population sous 24 heures et 95% sous 5 jours. Développer une culture de l'urgence, c'est la seconde leçon de la tempête. À Bordeaux, l'entreprise publique stocke 1500 groupes électrogènes. Une centaine sont contrôlés en permanence, prêts à partir. Et qui doivent être déployés dans les 6 heures, dans n'importe quel point du territoire pour pallier donc à un sinistre majeur, une tempête comme celle qu'on a connue, ou même des importances moindres, afin d'alimenter la clientèle, de la réalimenter plutôt le plus vite possible. Plus jamais ça pendant 3 semaines. 1 an après, c'est la promesse d'EDF, une promesse qui coûtera 50 milliards de francs sur 15 ans. 3e journée de l'opération Santé morte lancée pour toute la semaine par le Centre national des professions de santé. Les services d'urgence des hôpitaux publics font face aux besoins et certains syndicats de médecins n'hésitent pas à critiquer leurs confrères libéraux. Commentaire Thomas Dandois avec Olivier Sioux à Rennes. Allez, en avant. Contrairement aux apparences, Yves Pierron est en grève. Médecin généraliste à Périgueux, il a été réquisitionné sur ordre de la préfecture pour assurer les interventions pendant toute la semaine Santé morte. Une activité forcée qui ne l'empêche pas de soutenir le mouvement de protestation. On va dire encore que les médecins font grève à Megève, mais c'est pas vrai, les médecins qui sont en grève sont là. Même s'ils ferment leur cabinet, ils sont très en colère. Et ce qu'on veut, c'est montrer à la population ce qui va se passer dans quelques années, lorsque les quotas seront atteints et qu'on ne pourra plus soigner les gens. Les quotas, c'est ce que les médecins dénoncent. L'État fixe un plafond de dépenses à ne pas dépasser sous peine de sanctions. Et cela, les médecins libéraux ne veulent pas en entendre parler. Selon eux, s'ils avaient appliqué le plan, ils auraient dû cesser de travailler à la mi-décembre. Du coup, un peu partout en France, depuis 3 jours,
Les patients doivent s'adresser aux urgences hospitalières en cas de problème. Pour le moment, la situation peut être qualifiée de normale et nous accueillons normalement toute personne qui doit être accueillie, sachant que bien évidemment nous sommes attentifs et nous souhaitons vivement que l'hôpital public reste réservé à la véritable urgence. Au sein du corps médical, pourtant, certains sont beaucoup plus sévères. La profession est divisée, plusieurs syndicats jugent cette grève indigne. Faire grève entre le 26 décembre et le 31 décembre, ça fait, excusez-moi, pas très sérieux, parce que de toute façon, à ce moment-là, il y a un certain nombre de cabinets médicaux qui sont fermés, car les médecins prennent souvent des vacances à ce moment-là, et ça nous paraît pas très sérieux. Le mouvement doit durer jusqu'au 1er janvier, il semble bien suivi, mais pour le moment il est encore difficile de savoir qui est en grève et qui est en vacances. Alors il faut parfois se méfier des bonnes nouvelles. Le prix du téléphone à la baisse serait en fait un trompe-l'œil, selon le journal L'Humanité ce matin. Il s'agit d'évoquer l'ouverture à la concurrence le 1er janvier prochain des communications locales. France Télécom annonce une baisse historique de ses tarifs, mais l'histoire n'est peut-être pas aussi claire. Voyez les explications de Peggy Leroy avec Sandra Resnikov. Il a beau les éplucher dans tous les sens, pour Emmanuel, les factures de téléphone se suivent et se ressemblent. Et pourtant, en octobre, France Télécom avait entamé une révolution dans les communications locales, une baisse des tarifs qui devait être historique. Les chiffres parlent, sur mes factures, entre avant octobre et après octobre, les prix ne sont pas du tout les mêmes. Il y a une augmentation qui est claire. Alors, fausse baisse ? Pas tout à fait, car France Télécom s'est livré à un petit tour de passe-passe. Explication avec un appel en heure pleine de 7 minutes. Avant la baisse, les 3 premières minutes coûtaient 74 centimes, c'était un forfait. Ensuite, les 4 dernières étaient facturées 28 centimes chacune, total 1,86 franc. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une minute en forfait à 60 centimes, reste 6 minutes à 22 centimes. Cela paraît moins cher qu'auparavant, et pourtant, total de l'appel 1,92 franc. C'est-à-dire 6 centimes de plus. En fait, tous les appels de 2 à 8 minutes sont plus chers. Allô ? Ça va ? Évidemment, le consommateur qui ne téléphonerait que dans les zones de hausse, lui, évidemment, serait pénalisé. Mais comme il y a 34 millions de lignes d'abonnés en France et qu'il y a des dizaines de millions de consommateurs, on travaille, nous, en moyenne. Et en moyenne, c'est un reversement vers les consommateurs de plus d'1 milliard. Donc c'est favorable aux consommateurs. Favorable à condition d'être peu ou très bavard. Et inutile d'aller chercher du réconfort chez les concurrents de France Télécom. CGTEL et Neuf Télécom se sont livrés à la même pirouette tarifaire. Une belle fin d'année pour la monnaie européenne. L'euro, profitant d'un certain ralenti de l'économie américaine, l'euro est à la hausse face au dollar, 0,93. C'est le cours de l'échange enregistré aujourd'hui. Les courtiers affirment que l'euro va poursuivre sa progression face au dollar et que la parité n'est pas impossible. Le temps de la réflexion pour les dirigeants israéliens et palestiniens. Ils doivent respectivement répondre aux propositions de paix établies par le président américain Bill Clinton. La France a appelé les deux parties à accepter ces propositions qui traitent notamment de Jérusalem et du contrôle palestinien total sur l'esplanade des mosquées. Ehud Barak, le Premier ministre démissionnaire, affirmait dès hier soir qu'il acceptait le plan de paix américain à condition que le président palestinien Yasser Arafat en fasse autant. À Jérusalem, reportage de notre envoyé spécial Claude Saint-Père avec Monsieur Arman. Voici l'un des lieux les plus sensibles au cœur des négociations actuelles entre Israéliens et Palestiniens. Dans la partie supérieure, l'esplanade des mosquées, le 3e lieu saint de l'islam, et dans la partie inférieure, le mur des lamentations, le site le plus sacré du judaïsme. Actuellement, Israël contrôle l'ensemble du lieu. Selon la presse israélienne, Israël serait prêt à renoncer à la souveraineté sur l'esplanade des mosquées, hormis le mur des lamentations. Ça mènera pas la paix, donc c'est pour ça que je suis contre. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on résout un problème qui doit être résolu à long terme. Je pense que ça se fait avec processus étape par étape, à long terme, etc. et lentement. Une partie de la population israélienne semble aujourd'hui un peu sceptique devant ces négociations menées tambour battant. La population palestinienne réagit également avec prudence. On apprécie l'idée du transfert des quartiers arabes de Jérusalem-Est aux Palestiniens. On accueille avec satisfaction la renonciation d'Israël sur plus de 90% des territoires occupés depuis 1967, mais on souhaite avoir plus de détails sur les discussions en cours, plus de garanties. Par exemple, le grand moufti de Jérusalem nous a déclaré tout à l'heure qu'il souhaitait une souveraineté palestinienne sur l'ensemble de l'esplanade des mosquées. La partie haute avec El-Aqsa
et la partie basse avec le mur des lamentations. Pour lui, il n'y a pas de compromis possible. Hier soir, à la télévision, Ehud Barak, le Premier ministre israélien, n'a donné aucun détail sur les concessions de territoire aux Palestiniens. Il a simplement déclaré que si Arafat acceptait les propositions américaines, les Israéliens seraient obligés de les accepter aussi. Les dirigeants israéliens et palestiniens ont jusqu'à demain pour apporter leur réponse au plan de compromis américain. Le président Clinton a exigé d'eux une réponse rapide et claire. À l'heure actuelle, les négociateurs palestiniens multiplient les réunions de travail et de son côté, le Premier ministre israélien va dès demain réunir son cabinet de sécurité. En Côte d'Ivoire, un rapport de l'inspection générale de la police, demandé par le nouveau président, Laurent Gbagbo, établit comme avérés les viols, les exactions de civils sous couvert de la gendarmerie commis au début du mois de décembre. On était alors en pleine préparation des élections législatives et les partisans de M. Ouattara, exclus de ces élections, manifestaient. Les images, les témoignages que vous allez entendre, recueillis par nos correspondants permanents Éric Monnier et Roger Motte, sont très impressionnants, je vous en préviens. En Côte d'Ivoire, la répression des manifestations de l'opposition précédant les élections législatives début décembre fut particulièrement violente. Parmi les quelques centaines de personnes arrêtées, toutes originaires du nord du pays ou travailleurs immigrés musulmans, beaucoup ont été victimes de sévices dans les camps de police ou de gendarmerie où ils furent détenus plusieurs jours. Les images de certains d'entre eux soignés au siège du principal parti d'opposition après leur libération laissent imaginer ce qu'ils ont pu subir. Pour certaines femmes, les humiliations, les coups, les tortures ont été accompagnés de viols à répétition. Elle a 26 ans et témoigne de 3 jours d'enfer. Où moi on m'a amené, il y avait déjà une fille couchée, que les jeunes la violaient déjà, les civils la violaient et puis il y avait un gendarme qui était arrêté à côté. Ils m'ont demandé de me déshabiller. C'était des gendarmes, mais ils étaient avec des civils. C'est les civils qui m'ont violée. C'est eux-mêmes, ils s'arrêtent et puis ils disent aux civils de venir faire l'amour avec nous. Le jeune est venu, lui il a passé, un autre est venu, ils sont venus jusqu'à 5. Après, on nous a amenés à l'école de la police. Là, on frappait des gens avec les chaînes qu'on enchaîne les chiens avec ça. On frappait des gens avec ça, avec du bois, avec les matraques. Quand un policier vient, il nous frappe, quand l'autre vient, il nous frappe, quand l'autre vient, il nous frappe jusqu'à... Actuellement, j'ai très peur, j'ai peur des policiers, des corps habillés. Quand je les vois, j'ai très peur. Je n'ai pas confiance. Parce que si je reconnais les policiers ou les gendarmes, je peux avoir quelque chose, on peut me tuer ou on peut me rendre la vie dure ici. Malgré la peur, elle a accepté de témoigner devant une commission d'enquête. Une enquête ordonnée par le président de la République, Laurent Gbagbo, et qui vient confirmer de tels témoignages. Mais au ministère de l'Intérieur, pas question de voir là une chasse indiscriminée contre les musulmans du Nord, comme le clame l'opposition. Il se trouve que dans des manifestations, un certain nombre de manifestants qui sont des hors-la-loi parce qu'ils sont porteurs des armes à feu ou des armes blanches se trouvent être des musulmans. Mais c'est malheureux que ce soit ainsi. Mais ce ne sont pas tous les musulmans. Pour moi, ça ne suffit pas pour dire que tous les musulmans sont fautifs. Ça ne suffit pas pour dire qu'il y a des bavures contre les musulmans. Il y a des attaques contre des personnes qui manifestent de façon illégale. Le candidat Gbagbo promettait la fin de l'impunité. Le président Gbagbo annonce des sanctions contre les auteurs avérés d'actes de barbarie en Côte d'Ivoire. La réconciliation nationale est à ce prix. Épouvantable incendie dans un centre commercial chinois de la ville de Luoyang. Le feu aurait pris dans une discothèque. Il y a 309 morts et des dizaines de blessés. L'incendie, qui pourrait être dû à une négligence du personnel chargé des travaux de rénovation, a éclaté hier lors d'une soirée organisée pour Noël. Commentaire Mathias Silion. Cette femme et son enfant font partie des rares rescapés. Bloqués au 4e étage du centre commercial, les pompiers ont pu les secourir. Il est 21h30 quand le feu prend au sous-sol de l'immeuble, une heure à laquelle la plupart des boutiques sont heureusement fermées. L'incendie se propage rapidement dans les étages. Les victimes, des ouvriers qui travaillent au second et les 200 clients d'une discothèque située au 4e. Des clients plongés dans le noir dès le début du sinistre. Paniqués, 6 ou 7 d'entre eux se sont jetés par les fenêtres sans attendre l'arrivée des secours. Le bilan fait état de 309 victimes mortes asphyxiées pour la plupart. Hospitalisés, les dizaines de blessés ont reçu la visite du gouverneur de la province du Henan. Des incendies aussi meurtriers, la Chine en a déjà connu plusieurs. La raison, des conditions de sécurité rarement respectées. Dans les centres commerciaux, les issues de secours sont souvent bloquées pour empêcher les vols.
Tentative d'évasion la nuit dernière à la prison parisienne de la Santé. 3 hommes, dont Guy Georges, le tueur présumé de plusieurs femmes en 97-98 en région parisienne. 3 hommes étaient pourtant dans des cellules du quartier d'isolement. Récit Audrey Goutard avec Dominique Bonnet. Pour s'évader de cette prison, des lames, un drap noué et des barreaux de chaise. La belle avait été minutieusement et très discrètement préparée. Mais Guy Georges et ses 2 complices sont tombés sur une ronde de nuit. Les gardiens ont eu chaud. En effet, d'autres détenus ont réussi à s'évader de la Santé avec ce même scénario. Vous avez un détenu en Guyenne il y a quelques années qui avait scié les barreaux de sa cellule et qui avait fait un système de téléphérique et il s'était évadé. On l'a jamais retrouvé d'ailleurs. Vous avez il y a quelques années aussi un autre détenu dans le même style d'évasion avait été aussi intercepté au moment où il s'extrait de sa cellule. Guy Georges, le tueur présumé de l'Est parisien, doit être jugé en mars pour des viols et les meurtres de 7 jeunes femmes. Un procès qu'Anne Gauthier, la mère de l'une des victimes, attend depuis maintenant 3 ans. L'annonce de la tentative d'évasion a été pour elle un choc terrible. Qu'il puisse s'évader avec 2 autres co-détenus, non pas parce qu'un maton aurait oublié de fermer la porte, mais en limant les barreaux de sa cellule. On est dans un film américain, là, en plein délire. Pour l'avocate de Guy Georges, cette tentative d'évasion est un acte de désespoir. Il est seul en cellule, il est seul en promenade, il le vit bien sûr mal. Et peut-être encore plus mal parce qu'effectivement, il est séparé et isolé des autres détenus. Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qui a pu se passer. Comment ces détenus se sont procurés les lames? Comment ont-ils pu communiquer alors qu'ils se trouvaient à l'isolement? On vient d'apprendre de sources judiciaires, c'est-à-dire du procureur de la République de Nîmes, que le policier du SRPJ de Montpellier, qui avait été tué mercredi dernier à Roquemaure lors d'une tentative d'interpellation de 2 hommes fichés au grand banditisme, ce policier aurait été vraisemblablement tué par un de ses collègues. L'enquête s'oriente en effet vers l'hypothèse d'un tir déclenché par un de ses collègues, ripostant en état de légitime défense au démarrage brutal de la voiture des 2 assaillants. Une attaque contre 2 fourgons blindés de la compagnie Brinks de convoyage de fonds, c'était ce matin à Gentilly, dans le Val-de-Marne. Il y a un blessé léger, un convoyeur de fonds. Une partie du chargement du fourgon a été dérobée. Vous voyez le reportage d'Ercine Lebovitch. Des tirs à l'arme de guerre en plein Paris. Les braqueurs ont employé les grands moyens, comme le montrent ces images filmées par un vidéaste amateur. Le fourgon de la Brinks est pris en sandwich par plusieurs véhicules. Les malfaiteurs s'emparent de sacs de billets et prennent la fuite dans des véhicules équipés de gyrophares. Quelques dizaines de minutes plus tard, les policiers sont sur place. Premiers indices, premiers témoignages. Grosse déflagration. Et là, vraiment, ça a secoué le quartier. Et alors, à ce moment-là, je suis sorti pour voir un peu ce qui se passait. J'ai donc pointé mon nez au coin de la rue et j'ai pu apercevoir ces personnages. En fait, il y avait 2 gars qui avaient l'air un peu de monter la garde et qui bloquaient la circulation pour que les voitures ne passent pas. 11 impacts de balles sur le fourgon, éventré au lance-roquettes. Selon les enquêteurs, les braqueurs étaient une dizaine. La fusillade a duré près de 20 minutes. Malgré la violence de l'attaque dans une rue commerçante, l'embuscade n'a fait aucun blessé sérieux. Un bilan miraculeux d'après la police. Remise en liberté sous contrôle judiciaire de Christa Margot Frölich. Cette femme de 57 ans serait la complice présumée de Carlos. Elle était écrouée depuis novembre 1996 en raison de la nouvelle loi sur la présomption d'innocence. Une ordonnance de remise en liberté a dû être signée. Hier, dans cette même édition, nous faisions un peu de prospective sur nos conditions de vie domestiques pour les décennies à venir, celle du 3e millénaire qui commence la semaine prochaine. Nous allons continuer ce soir dans le domaine de la santé. Bien sûr, il faut être prudent, mais des progrès sont d'ores et déjà concrets en matière de connaissance des maladies et donc à terme pour guérir ces maladies. Enquête Florent Muller, Benoît Thévenet. Le 21e siècle pointe son nez et en médecine, tout est encore possible. Les découvertes se bousculent à vive allure, tandis que l'avenir de certaines maladies demeure imprévisible. N'en déplaise à Hippocrate, la boule de cristal nous permettra d'y voir plus clair. Car si l'on y jette un œil, 3 pistes s'imposent à notre regard. Robotisation. La chirurgie, elle va, alors là, certainement évoluer dans 2 directions. La miniaturisation d'une part, et d'autre part, l'utilisation de plus en plus marquée d'appareillages, dont la forme extrême est le robot et la chirurgie à distance. L'alliance de l'homme et de la technologie pour lutter contre la maladie. La machine, commandée vocalement, est le prolongement des yeux et des mains du chirurgien. Ces opérations sont encore expérimentales, mais elles devraient se multiplier dans les années à venir. Les robots
permettront d'opérer à distance et pourquoi pas de la Terre à l'espace. Les incisions seront plus petites, donc moins difficiles à supporter. Enfin, la précision pourra être extrême, comme ici lors d'opérations sur le cerveau. Robotisation et miniaturisation vont de pair. Regardez cette gélule, un prototype digne d'un James Bond médecin. Une fois avalée, elle prend des photos du système digestif envoyées directement sur ordinateur. Le médecin pourra ainsi détecter plus simplement anomalies ou tumeurs. Génétique. L'ADN en texte intégral, telle est l'ambition du séquençage du génome aujourd'hui. Une fois les gènes identifiés et leurs fonctions interprétées, bien des maladies pourront être mieux soignées. Une maladie, quelque part, c'est toujours une protéine qui ne fonctionne pas bien. Et grâce au génome, on va pouvoir connaître cette protéine, on va pouvoir également la synthétiser et savoir comment rétablir sa fonction. Donc, très généralement, on espère aujourd'hui que les médicaments de demain viendront d'une meilleure compréhension des mécanismes des maladies et que cela sera aidé par le programme Génome. La thérapie génique, elle aussi, connaîtra de nouveaux succès. Il s'agit d'incorporer à l'ADN du patient un gène réparateur qui corrigera tout ou partie de l'anomalie. Des avancées sont attendues pour les maladies génétiques et les cancers. Thérapie cellulaire. La thérapie cellulaire, c'est le grand espoir des décennies à venir. Les chercheurs utilisent pour cela des cellules souches, des cellules capables de se spécialiser en différents tissus ou organes. Par exemple, cette cornée a été reconstruite en laboratoire grâce à la mise en culture de cellules. La cornée a ensuite été greffée sur l'œil du patient à la place de sa cornée malade. Une avancée semblable a été réussie dans le traitement des insuffisances cardiaques. Par exemple, après un infarctus, une partie du cœur est détruite. Les chercheurs ont cultivé en laboratoire des cellules souches prélevées sur un muscle de la cuisse. Puis, elles ont été réinjectées dans la zone malade du cœur qu'elles ont recolonisée. Grâce à la recherche sur l'embryon, les applications de ce genre vont se multiplier pour traiter les leucémies ou la maladie de Parkinson. Les cellules souches sont d'ailleurs surnommées aujourd'hui cellules de l'espoir. Tout un programme. La médecine n'a pas fini de nous surprendre. Mais cette fuite en avant pourrait bien nous échapper si l'on oubliait que la science pose parfois des cas de conscience. Question future, évidemment, la micro-informatique prendra de plus en plus de place. Mais au lendemain de Noël et de la réception de certains cadeaux du genre ordinateur, on a recensé beaucoup de mécontents. Certains avaient du mal à s'habituer à leur machine, d'autres contestaient avec raison l'efficacité du produit. Cela donne une ambiance un peu vive parfois, ambiance racontée par Laurence de Cherf et Frédéric Bon. Gros cadeaux, petits bobos. Après livraison, le Père Noël les a abandonnés avant le déballage, sans demander son reste. Pourtant, une deuxième tournée s'imposait, celle du service après-vente. C'est très frustrant. Pour moi, mon Noël est gâché, complètement. Et pour celui de ma soeur aussi. Moi, si vous voulez, dans notre famille, on n'a offert qu'un seul cadeau cette année, c'était ce portable pour ma soeur. Et voilà. À chaque fois, on me renvoie d'un service à l'autre pour changer une petite pièce, une autre. Et du coup, le cadeau de Noël de mon cousin, il l'a pas eu et j'attends toujours. Il y a les vraies pannes, les défauts de fabrication, mais également les mauvais utilisateurs. Sage précaution, ce client avait prévenu sa fille. Elle savait très bien qu'à Noël, peut-être qu'elle n'aurait pas Internet si ça ne marchait pas. Effectivement, ça n'a pas marché. Mais c'est dû plutôt à mon incompétence qu'autre chose. 10 à 20% de ventes supplémentaires par rapport à Noël dernier. Mais aussi plus d'angoisse pour les vendeurs. Il s'agit de cadeaux de Noël et l'erreur ne pardonne pas. C'est vrai qu'un cadeau, on le fait, on a envie qu'il soit réussi, on a envie que ça fonctionne, on a envie de faire plaisir. Donc évidemment, un échec à ce niveau-là, notre responsabilité, elle est importante. Pour éviter tous ces petits soucis, Noza a préféré prudemment l'installation à domicile. J'ai des amis qui s'y connaissent un peu et qui m'auraient aidé, mais j'aurais été incapable de faire ça toute seule, et ça me stressait. Mais une fois la chose installée, il va falloir la dompter sans aucune aide et ça n'est pas gagné. La station russe Mir a des ratés. Il y a eu une grosse panne de communication depuis hier avec cette station spatiale qui se trouve à quelques 315 km au-dessus de nos têtes et qui est en pilotage automatique jusqu'en mars prochain. Mais tout a été rétabli en fin d'après-midi selon les autorités russes.
Du sport, de la voile, dans le Vendée Globe, le quatuor de tête Desjoyaux, Jourdain, MacArthur et Tiercelin arrive dans le Pacifique, mais Thierry Dubois a abandonné. Il a abandonné après une série de problèmes électriques sur son bateau. Il fait route maintenant vers la Nouvelle-Zélande. Et puis c'était aujourd'hui le départ de la course au large Sydney-Hobart. 82 bateaux vont faire cette course, pour l'instant dans de bonnes conditions météo pour le départ, mais les prévisions ne sont pas très bonnes. Et comme d'habitude dans cette épreuve, on craint de la casse. Le journal L'Équipe a sacré champion des champions France 2000 David Douillet. Et après sa médaille d'or aux Jeux Olympiques de Sydney, on ne voyait pas comment David Douillet pouvait échapper à cette première place très honorifique. Avant de le retrouver en direct des Menuires, quelques images commentées par Julien Beaumont, des images qui font toujours plaisir à revoir. 3 secondes de pas craquer. Et maintenant, champion des champions français pour le journal L'Équipe. Un des rares titres qu'il n'aura pas gagné sur le tatami. La Marseillaise, un refrain pour Douillet. Douillet le colossal, tout comme son palmarès, 4 fois champion du monde, 2 titres olympiques consécutifs. C'est bien simple, en judo, personne n'a jamais amassé autant de trophées. Mais David Douillet, ce n'est pas que de l'or, c'est aussi une collection de blessures. Sans oublier son accident de moto en 96, bilan un mollet bien mal en point. Et pourtant, 1 an plus tard, il décroche le titre de champion du monde. Mais ce n'est pas parce que c'est une légende que son histoire est figée. À 31 ans, David Douillet veut encore prendre des risques. Il a donc décidé d'aller faire des vagues ailleurs que dans le judo. Pas de projet très concret pour le moment, mais pourquoi pas un nouveau détour par le cinéma. Sur les plateaux, son physique n'avait impressionné personne. François Morel peut en témoigner. Allez, barre-toi, dépêche-toi. Bonsoir David Douillet. Bonsoir. David, on n'en finit pas de vous féliciter, on vous félicite ici ou là, vous êtes le champion des champions. Vous prenez ça comment? De manière un peu sereine, placide, ou ça vous tourne un peu la tête? Non, je pense ça en toute simplicité. Vous savez, quand les gens sont très heureux de vous expliquer la manière dont ils ont pu vivre les Jeux, dont ils ont pu vibrer, ça fait toujours énormément plaisir et je les écoute, ça me fait plaisir, mais j'essaye de ne pas trop le garder en moi parce que après, oui, là, je pourrais perdre la tête. Alors, ce qui fait un peu sourire, c'est qu'on dit que vous êtes retraité, mais vous n'êtes pas franchement retraité. Ça y est, vous avez commencé à envisager une deuxième partie de vie, non? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La retraite est plus difficile quasiment que l'activité de compétiteur. Alors, ça va être d'entraîner les lourds de l'équipe de France en judo, bien sûr, et puis ça va être aussi peut-être de faire de nouvelles aventures, pas très loin de votre monde à vous. Ah bon, bah très bien. Une question plus personnelle sur la santé. Quelquefois, des athlètes comme vous, après avoir tellement donné, avoir tellement forcé, sont un peu cassés. C'est-à-dire qu'il faut que l'organisme se remette à vivre différemment. Est-ce que c'est votre cas? Oui, c'est le cas. On a toujours des problèmes dans une activité de haut niveau. Et il faut, quand il y a un problème qui est là et qui est immuable, il faut arriver à le contourner, à faire avec, à le faire en toute intelligence. Donc avec les entraîneurs, on échafaude toujours des plans pour pouvoir optimiser le corps tel qu'il est, dans l'état où il est. Et notamment, là, si par exemple je suis encore aujourd'hui au Menuires, c'est parce que j'y suis venu faire des stages de préparation pour m'adapter par rapport à des choses que je ne pouvais plus faire, par exemple courir. J'y ai fait des stages de randonnée ici. À travers vous, à travers l'équipe de France de football et beaucoup d'autres, est-ce que vous avez le sentiment que la place des sportifs de très haut niveau est beaucoup plus importante dans la société française? C'est-à-dire que ça leur permet de prendre la parole un peu plus facilement? Bah oui, et tant mieux, tant mieux. On a montré que la France qui gagne, elle existe réellement, avec mes copains les footballeurs, tous les membres de l'équipe de France olympique et bien d'autres. On a montré que le sport français était là et tenait son rang et qu'il faisait partie intégrante de notre société. C'est tellement important pour ce qu'il génère comme valeur, surtout chez les plus jeunes, qu'on se doit d'être exemplaire et de montrer qu'on est fort, même sur le plan international. On pourrait penser, vous voyez, vous et d'autres, avoir un certain ressentiment parce que dans le judo, on ne gagne pas l'argent que l'on peut gagner dans le football, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra rééquilibrer tout cela? Oh, vous savez, l'histoire de l'argent,
c'est pas le plus important. Oui, d'accord, on dit toujours ça, mais enfin quand même. C'est clair. Ouais. Non, mais, moi, je suis pas jaloux, par exemple, des footballeurs, parce qu'ils génèrent une telle économie dans ce qu'ils font, dans ce que représente le football, que c'est normal qu'ils en retirent un peu les fruits. Et à la limite, ça risque de choquer peut-être certaines personnes, mais à la limite, ils sont payés à leur juste valeur, parce que ça génère tellement. Le judo, lorsqu'il générera autant d'économies, eh bien, ce sera normal que les judokas soient payés de cette façon-là aussi. À nous de faire en sorte que ça se passe comme ça. Alors, vous êtes le champion des champions, vous êtes donc l'idole de beaucoup. Quelles étaient vos idoles lorsque vous aviez 15 ans, 12 ans? C'était quoi? C'était qui? C'était Gessing, par exemple, le grand judoka? Oui, c'était Anton Gessing, celui qui a ouvert la brèche, qui a commencé à battre les Japonais. Ça a été Jean-Luc Rouget, ça a été Fabien Canu, Angelo Parisi, Thierry Rey, Marc Alexandre. Tous ces gens-là que je connais maintenant et qui sont mes amis, c'est formidable de les retrouver, m'ont influencé. Mais ça a aussi été des gens comme Bernard Hinault, Jean-Claude Killy, Jean-François Lamour, Alain Prost. Tous ces gens-là ont montré qu'on pouvait gagner une fois, mais qu'on pouvait aussi gagner plusieurs fois. Et ça, c'est encore plus fort et plus impressionnant. C'est ce qui m'a toujours impressionné, le fait d'être très long dans sa carrière. Bon, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une belle année 2001 et puis merci de toutes les émotions que vous nous avez fait partager cette année. Merci David Douillet d'avoir été en direct des Ménuires pour un début de vacances. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle deux actualités que nous avons développées. Tout d'abord, ce jour anniversaire. Il y a en effet juste un an, c'était la première des deux tempêtes de décembre 99. On a revu des images, des émotions de cette période. Un an après, on se livre évidemment des exercices comptables sur le nombre de milliards qu'auront coûté ces intempéries. Mais il y a aussi des leçons à tirer de ces tempêtes. Et EDF le fait notamment en enterrant certaines lignes et en prévoyant des moyens de secours plus rapides. Et puis la troisième journée de l'opération Santé Morte, lancée pour toute la semaine par le Centre national des professions de santé. Les services d'urgence des hôpitaux publics font face aux besoins. Pas de problème pour l'instant. Certains syndicats de médecins critiquent leurs confrères libéraux en grève. La météo, c'est dans quelques instants avec Nathalie Riouet. À minuit 25, le dernier journal de la rédaction vous sera présenté par Alexandre Cara. Demain, à 7h50, Françoise David recevra le sociologue Gérard Mermet. Et puis à 13h, vous retrouverez ici même Laurence Ostolaza. À demain 20h. Bonsoir. Merci.